Il y a 4 ans, quand j'avais une ancienne chaîne et que je faisais un event, je vois un pote qui a aussi une chaîne finir un montage et faire un export. Tout ça avec un ordi qui n'avait plus que 20% de batterie et sans être branché directement sur du courant. Et c'est à ce moment que j'ai eu envie d'avoir un MacBook pour pouvoir faire du montage. Presque un an après ça, j'ai acheté mon premier Mac, sans savoir que c'était lui qui me ferait entrer dans l'écosystème d'Apple. Je ne vais pas non plus vous refaire toute l'histoire. Je pense que sur ma chaîne, il y a déjà assez de vidéos où j'en parle. Mais globalement, on peut dire que je suis totalement immergé dans l'écosystème. Ça passe des appareils que j'utilise souvent à mes trackers GPS et jusqu'à la maison connectée. C'est pourquoi après tout ce temps, je fais mon retour d'expérience sur le sujet. Que ce soit de s'immerger complètement dans un écosystème d'une marque précise, donc Apple dans le cas présent, que du coup pour vous faire le retour sur spécifiquement Apple, sachant que moi j'ai déjà connu l'écosystème de Samsung avant de passer sur celui de chez Apple. Petit disclaimer avant, chaque produit que j'ai acheté du coup chez Apple ont eu quand même pour la plupart des mois de réflexion avant d'être achetés. Dans les écosystèmes, la partie la plus représentée, que ce soit niveau popularité, au niveau des clients ou au niveau du marketing, reste quand même la partie mobile et ordinateur. Alors que pour moi, effectivement, la partie que j'aime le plus parmi ces écosystèmes, c'est souvent plus celui de la maison connectée. Je vais donc, pour déroger à la règle, commencer par là. Même si de mon côté, ça reste quand même assez basique pour la simple et bonne raison que je vis toujours chez mes parents. Je n'ai donc que ma chambre pour expérimenter la maison connectée. J'ai actuellement essayé de rendre ma chambre complètement autonome. Je me sers donc de HomeKit, qui est le système d'Apple pour pouvoir contrôler et automatiser sa maison. Sachant que si vous n'avez aucun appareil fixe chez vous, ça sera du coup votre téléphone qui sera considéré comme le concentrateur de tous ces contrôles. Dans mon cas, je possède un HomePod mini et une Apple TV qui sont tout le temps du coup connectés au réseau et me permettent de contrôler et créer des automatisations qui soient gérées à distance quand je ne suis pas chez moi. De ce côté-là, je n'ai jamais eu de problème, ça fonctionne bien. À part pour le contrôle d'un appareil qui passe par un autre concentrateur avec une autre appli qui est encore marqué en bêta et qui du coup des fois ne répond pas correctement. Ce qui se passe, c'est que vu que ça connecte un appareil qui n'est pas connecté à la base, ils ont du mal à récupérer une réponse et donc du mal à des fois enregistrer l'information, que ça soit du côté de l'application ou de l'application de HomeKit. Après, je sais que pour ce qui est de la maison, il y a beaucoup de fonctionnalités qui existent mais que je n'utilise absolument pas. Comme la lecture de notifications, l'interphone, mais ça c'est plus dû effectivement au fait que ça ne soit que dans ma chambre, et aussi du coup, qui va avec ça, les requêtes personnalisées qui sont reconnues par rapport à votre voix. L'avantage d'avoir ces deux appareils, c'est qu'en plus de ça, dans l'écosystème, je vais avoir accès à AirPlay, que ce soit du coup pour écouter de la musique ou pour mettre des vidéos sur l'Apple TV. Ce qui m'arrive souvent du coup pour regarder les V1 de mes vidéos, je les mets directement sur ma télé pour pouvoir avoir un rendu si jamais vous regardez sur votre télé par exemple. Après, il y a des fonctionnalités qui sont en partie cachées qu'on ne se rend pas compte dès le début quand on entre dans l'écosystème. Par exemple, si vous avez un appel et que vous répondez sur votre téléphone, vous allez avoir plusieurs appareils disponibles quand vous essayez de changer la source audio ou de mettre le haut-parleur, et ce qui peut être assez pratique dépendant de quel appareil vous avez devant vous, sachant que si vous avez par exemple un MacBook, ça sera quand même des micros bien meilleurs et un son bien plus fort que si vous étiez sur votre téléphone. Ensuite, pour ce qui est des appareils mobiles, on pourrait un peu presque considérer que j'ai le kit complet de ce côté-là, donc ordinateur, tablette, téléphone, écouteurs et montre connectée. C'est clairement la partie que j'utilise le plus. Bien que je dois avouer avoir toujours l'Apple TV qui est lancé avec quelque chose en fond pour pouvoir faire du bruit. Donc j'utilise surtout mon MacBook et mon iPad comme ordinateurs principaux, que ce soit pour faire des projets, faire des vidéos ou bien me divertir. Bien que le divertissement j'en fasse quand même beaucoup plus sur l'iPad parce qu'effectivement lui il a déjà les applications prévues, donc c'est bien pour regarder hors ligne comparé au MacBook qui n'a pas forcément toutes les applications des plateformes, et aussi le tactile qui est bien plus intuitif si jamais j'ai envie de jouer à des petits jeux qui durent pas longtemps. L'avantage surtout pour moi qui essaye au maximum de limiter l'utilisation de mon téléphone quand je suis chez moi, c'est que à part pour certaines apps particulières, je peux faire tout le reste depuis mon MacBook ou ma tablette. Et prochainement, bien plus encore avec les prochaines mises à jour qui sortiront. Mais une des fonctionnalités que j'utilise le plus dans la continuité de l'écosystème, c'est de pouvoir envoyer des messages ou passer des appels depuis un autre appareil directement à partir du moment où votre téléphone est non loin ou connecté à internet. Après, une des autres fonctionnalités que j'utilise beaucoup va être Sidecar. Je ne me souviens plus si de ce côté-là il considère que c'est deux fonctionnalités différentes, mais ça permet en partie de contrôler votre iPad avec votre Mac et aussi des fois de pouvoir projeter votre écran de votre Mac sur l'iPad pour pouvoir faire un deuxième écran comme un écran externe. Ce qui est très pratique et que j'ai pas mal utilisé pour pouvoir avoir un setup double écran quand vous n'êtes pas chez vous directement. Une des choses que j'aime beaucoup
beaucoup aussi, mais qui peut en bloquer certains, ce que je comprends, c'est le fait d'avoir les mises à jour tout le temps au même moment pour quasiment tous vos appareils. La marque à la pomme essayant de rester consistant sur ce sujet-là, ça permet de savoir quand vous avez un appareil qui vous propose une mise à jour, que vous allez en avoir d'autres sur vos autres appareils et qui vous permet de patcher si jamais c'est une mise à jour de sécurité. L'un des autres avantages va être aussi l'utilisation d'iCloud, qui vous permet d'avoir un dossier synchronisé sur tous vos appareils, et aussi pour moi l'utilisation d'AirDrop pour pouvoir passer rapidement des fichiers d'un appareil à un autre. Qui, par chance de mon côté, fonctionne super bien. Je ne suis pas représentatif de ce que je vois dans ce cas-là, parce que j'ai quand même vu beaucoup de créateurs et de personnes commenter sur internet qu'AirDrop avait du mal à fonctionner pour eux. Il semblerait que dans ce cas-là, je ne sois pas représentatif et ai eu beaucoup de chance sur le fonctionnement du coup d'AirDrop. Une des parties que j'aime beaucoup aussi va être la partie santé connectée avec la montre connectée, qui déjà de base me permet surtout d'éviter à regarder mon smartphone toutes les 10 minutes, sachant que du coup, quand j'ai une notification, je sais ce que c'est et je peux savoir si déjà ça m'intéresse de regarder mon téléphone pour ça, et je ne fais passer que les notifications nécessaires. Et aussi du coup, qui va me permettre de synchroniser mes données de santé et de sport avec tous mes appareils pour pouvoir suivre mon activité dans la journée. Après, en 3 ans, sur tous ces appareils, je n'ai jamais vraiment eu de gros problèmes ou de choses qui ne se soient réglées en 1 ou 2 redémarrages de l'appareil en question qui a eu un bug. Après 3 ans, c'est malheureusement court pour évaluer de ce côté-là, selon moi, parce qu'effectivement, 3 ans, il peut y avoir beaucoup de chance et n'avoir aucun problème, alors que certains en 3 ans peuvent rencontrer beaucoup de problèmes. Après, plus de temps permettrait de connaître plus de problèmes, mais pour l'instant, moi, sur mon expérience, j'ai jamais rencontré de problème aussi gros. De ce côté-là, on en parlera dans 7 ans, au bout des 10 ans. Une des seules choses qui me gêne, ça va être quelque chose de très spécifique. C'est qu'effectivement, de temps en temps, je branche mon Mac sur mes écrans grâce à une docking station qui permet de l'utiliser fermé, mais quand j'essaye de l'utiliser avec mon HomePod pour pouvoir faire du montage vidéo avec le son, il y a quand même une sorte de délai qui m'empêche réellement de faire du montage précisément. Après, il s'agit de logiciels assez lourds qui demandent des cas spécifiques et qui seraient aussi impossibles sur une autre enceinte Bluetooth. Par contre, pour ce qui va être des AirPods et des AirPods Max, je peux complètement monter dessus, même avec le MacBook fermé. Mais ce problème survint aussi sur les vidéos YouTube, pas qu'il y ait de latence pendant la vidéo entre un décalage son et vidéo, mais ça va créer un décalage au moment du lancement de lecture et à la fin. Et si jamais je mets stop sur la vidéo. Sur ces 3 ans, j'ai eu à me rendre uniquement 3 fois à un Apple Store pour des problèmes. Ça fait au moins une fois par an, certains n'y vont presque quasiment jamais parce qu'ils n'ont jamais de problème. Et sur les 3 fois, il y a eu 2 fois où c'était pour des AirPods. La première fois où j'ai eu mes premiers AirPods Pro qui avaient eu un problème d'usinage en fait qui était assez connu et qui du coup était complètement pris en charge par Apple, qui m'ont complètement changé les AirPods. La deuxième fois était complètement de ma faute, j'ai fait tomber mes AirPods. Il y avait un grésillement qui était arrivé suite à cette chute, donc je me suis rendu à l'Apple Store qui m'ont directement remplacé mes AirPods sans avoir à me demander si c'était moi qui avais fait faire une chute ou pas. Et la 3e fois où j'y suis allé a été pour mon MacBook Pro qui effectivement faisait un bruit assez bizarre. Je vous laisse écouter du coup le bruit. Et qui avait aussi des problèmes de chauffe, je le sentais chauffer abondamment alors que je ne faisais pas forcément grand chose dessus. Quand j'étais à l'Apple Store, le technicien m'a appris effectivement qu'il y avait eu un bout qui gênait du coup le démarrage du ventilo, qui faisait ce bruit en fait. C'était le ventilo qui essayait de se lancer et qui se coinçait au bout d'un moment parce qu'il sentait une résistance. Et en fait au final, juste avec un coup de soufflette, le bout est parti, il n'a même pas vu ce que c'était, et après le MacBook remarchait correctement. Dans tous les cas, il était encore sous garantie à ce moment-là. Je n'ai pas eu d'autres problèmes particuliers à part ceci. Je vous ferai savoir sur mes autres réseaux si je peux avoir des problèmes. Dans tous les cas, je vous invite à me suivre sur mes autres réseaux pour être tenu au courant si besoin. Une des seules choses qui pourrait être bloquante pour la plupart des gens, ça serait du coup le transfert de fichiers entre Mac et Windows. Sachant que tous les disques durs normalement sont à la base sur un format qui est compatible pour les deux, il se peut que vous rencontriez un formatage qui soit exclusif à Windows ou Apple et qui pourrait vous empêcher de transférer vos fichiers sur l'un ou sur l'autre. Mais ça, normalement, si vous êtes quelqu'un qui ne va pas formater lui-même son disque dur après l'avoir acheté, ça ne devrait pas poser de problème. À part ça, depuis 3 ans, il m'accompagne parfaitement dans la vie courante, dans ma productivité, je n'ai rien d'autre à redire dessus. Peut-être que je me lasserai à un moment ou à un autre, mais pour l'instant ce n'est pas le cas. Cette vidéo n'est en aucun cas un conseil d'achat, c'est l'avis de mon expérience personnelle que j'ai eue avec cet écosystème, qui j'espère vous permettra au mieux de prendre la décision
de savoir ce qui est le mieux pour vous sur vos achats. Si jamais vous avez des questions dont je n'ai pas mentionné dans la vidéo, n'hésitez pas à les poser en commentaire, je me ferai un plaisir d'y répondre. En espérant que ça vous a aidé, c'était Uglul.